Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir et ça va mieux au mois de mars avec une baisse importante du nombre de demandeurs d'emploi. 60 000 inscrits en moins à Pôle emploi. L'embellie est nette mais elle reste fragile. Alors chômage, industrie, contrats gagnés. La France commence-t-elle à voir le bout du tunnel ou alors est-ce vraiment trop tôt pour le dire? Le débat est économique et très politique. On en parle avec de nombreux invités en notre compagnie. Et puis avec un peu de recul ce soir, on va aller plus loin sur les résultats en Autriche et la percée de l'extrême droite lors du premier tour de la présidentielle. Un score sous forme de coup de massue pour le reste de l'Europe. Le débat est à suivre. Enfin, cette question ce soir, est-ce le moment ? François Fillon, l'ancien Premier ministre, décolle dans les sondages et rafle la 3e place à Bruno Le Maire dans la course à la primaire. Celui qui veut casser la baraque a trouvé, semble-t-il, le bon tempo. Et c'est l'édito politique de Marcelo Wiesfried tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci de nous suivre. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Une baisse historique, le chômage a reculé fortement au mois de mars, moins 1,7%. On n'avait pas vu une telle baisse mensuelle depuis 16 ans, Mounir Soussi. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas sur le front du chômage. Après de très mauvais résultats en février, le nombre de demandeurs d'emploi a chuté en mars. 60 000 personnes ont retrouvé du travail, un chiffre record. Il faut remonter à septembre 2000 pour observer une diminution si forte sur un mois. Deux catégories ont profité de cette embellie. Le nombre de jeunes de moins de 25 ans sans aucune activité recule d'1,7% et le taux de chômage des seniors baisse d'1%. Ces bons chiffres donnent un peu d'oxygène à l'exécutif et à la ministre du Travail. Myriam El Khomri se félicite de cette évolution positive et y voit des effets du pacte de responsabilité. Le gouvernement est encore loin de l'inversion de la courbe du chômage, mais cette statistique vient conforter le discours du président de la République qui affirme ces derniers jours que la France va mieux. À gauche, on se réjouit de ces bons chiffres. Réaction plus nuancée. À droite, écoutez celle de Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était l'invité sur notre antenne de l'émission Preuve par 3. Le président, il s'est engagé il y a 4 ans, notamment sur la courbe du chômage. C'est pas un mois. Je souhaite vraiment que le chômage s'inverse. Parce que pour moi, c'est le mal absolu dans mon pays. Et là, je note que d'après les premières analyses, ce sera les entrées en stage, mais méfions-nous des chiffres mensuels. Et on va plus loin en détail sur ces chiffres du chômage dans quelques minutes avec Sonia et ses invités. Autre bonne nouvelle, plus de 34 milliards d'euros. C'est cette fois une commande historique. L'Australie a choisi le groupe français DCNS pour la construction de 12 sous-marins militaires. Ce contrat géant va s'étaler sur 50 ans et devrait permettre, selon le gouvernement, la création de plusieurs milliers d'emplois. Le groupe DCNS s'est imposé face à la concurrence allemande et japonaise. Une fierté pour le président français. On écoute François Hollande. J'en ai éprouvé une très grande fierté. Fierté parce que c'était la France. J'en ai été fier parce que c'est une technologie particulièrement brillante que vous avez été capable de mettre au point. J'en ai été fier parce que c'était tout le savoir-faire français, la main-d'œuvre française, la capacité d'invention, de recherche qui était ainsi reconnue, saluée, sélectionnée. 24% des cheminots en grève selon la direction, 50% selon les syndicats. Le trafic de la SNCF a été très perturbé aujourd'hui et cela pourrait durer jusqu'à demain matin. Les cheminots s'inquiètent de l'ouverture du marché du rail à la concurrence. Un nouvel appel à la grève est annoncé pour jeudi. Jordan Klein. 3e grève des cheminots en 2 mois. Pointer du doigt les salaires, l'emploi, les conditions de travail, mais surtout la future convention collective. Elle permettrait, d'après la SNCF, de gagner en flexibilité et en compétitivité. Objectif, redéfinir les grandes lignes des règles d'emploi des travailleurs du rail, ce qui fait bondir les syndicats. Nos conditions de travail, elles sont garantes de la sécurité. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on nous propose, c'est nous retirer 10 jours de repos, des week-ends, par exemple les dimanches. À l'heure actuelle, on a 22 dimanches. On a droit à 22 dimanches par an. Là, on nous en propose à peine 15. En moyenne, un cheminot sur 2 est en grève aujourd'hui, un chiffre en baisse par rapport à la dernière mobilisation du 9 mars d'après la direction. Très remonté, les usagers sont les premiers impactés. On empêche les gens de travailler, on laisse les nantis faire la grève, empêcher les gens.
Et bientôt on va être des assistés, voilà, on va devenir des assistés. C'est très bien les grèves en France, ils continuent comme ça, voilà. C'est une grève nationale qui a été a priori très suivie, donc très peu de trains par rapport à l'habitude, des horaires bloqués, etc. Une journée galère qui s'annonce en fait, une de plus. Une manifestation est d'ores et déjà prévue mi-mai et devrait être suivie d'une nouvelle grève reconductible. La CGT a quant à elle appelé les cheminots à se joindre à la manifestation de jeudi contre la loi travail. Autre mobilisation qui se poursuit, les intermittents du spectacle continuent de bloquer le théâtre de l'Odéon à Paris. La représentation de Phèdre est annulée ce soir. Les intermittents qui occupent également depuis ce soir la Comédie Française, toujours à Paris. Hier, les négociations sur le régime spécial n'ont pas abouti. Des lanceurs d'alerte devant les juges au Luxembourg, début du procès des LuxLeaks. Ce scandale avait révélé les pratiques fiscales de grandes multinationales. 2 anciens salariés et un journaliste comparaissent pour avoir fait fuiter ces documents. Samia Dechir. Il risque jusqu'à 10 ans de prison. Le procès d'Antoine Deltour s'est ouvert ce matin au Luxembourg. Il est à l'origine du scandale fiscal nommé LuxLeaks. C'est un lanceur d'alerte. Une position qui peut coûter cher. Pour avoir refusé de détruire des preuves d'évasion fiscale organisées par UBS, Stéphanie Gibault a été licenciée. Impossible depuis 4 ans de retrouver un emploi. Personne veut de nous. Personne veut d'un lanceur d'alerte. Ça fait peur. Voilà. La réponse, c'est toujours « vous faites peur ». Autre accusé dans le procès LuxLeaks, le journaliste Édouard Perrin risque lui aussi la prison ferme. Une atteinte à la liberté de la presse qui a fait monter au créneau un collectif de journalistes. Ils ont adressé une lettre ouverte à François Hollande. Nous, on aimerait qu'il tienne une position courageuse, c'est-à-dire de dire oui, nous soutenons Édouard Perrin, oui, nous soutenons Antoine Deltour. Ce sont 2 ressortissants français dont les révélations ont permis de faire avancer une société et de mieux connaître les pratiques fiscales qui allaient à l'encontre même de l'Union européenne et des 500 millions d'Européens. L'Union européenne qui vient de voter une directive très critiquée sur le secret des affaires. Elle exposerait davantage les lanceurs d'alerte et journalistes à des poursuites judiciaires. Et le gouvernement suit de près cette affaire et affiche sa solidarité aux accusés. Le ministre des Finances, Michel Sapin, l'a dit tout à l'heure, il a proposé l'aide de la France. Et puis il y a 30 ans, le 4e réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait. L'Ukraine a rendu hommage aujourd'hui aux victimes de la catastrophe. 30 ans après, le site de l'ancienne centrale est toujours en cours de sécurisation. Dimanche dernier, en Autriche, l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Une nouvelle percée des extrêmes dans un pays de l'Union européenne. C'est notre premier débat ce soir. Oui, avec un peu plus de recul ce soir, on va analyser les ressorts de la progression des extrêmes en Europe. Il y a eu bien sûr le score sous forme de coup de massue en Autriche, mais il y a aussi tout un paysage européen à analyser où des partis dits populistes sont en train de s'installer et de progresser et également de bousculer les partis dits traditionnels. Alors nous parlerons bien sûr aussi de la France où Marine Le Pen se frotte les mains devant ce tableau, mais comparaison n'est pas raison. On en parle avec nos invités. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir et Sonia. bienvenue. Vous êtes le cofondateur et le directeur du site Atlantico. Avec nous également Yves Bertontini, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur de l'Institut Jacques Delors. Et nous accompagne ce soir Mathieu Amaré, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes le rédacteur en chef de la version française du magazine européen cafébabel.com. Alors messieurs, ça s'est passé, Jean-Sébastien Ferjou, dimanche dernier. On a choisi d'en parler ce soir avec un peu plus de recul et justement d'analyse nécessaire sur ce qui s'est passé en Autriche et les conséquences en Europe. Mais d'abord, est-ce que vous êtes frappé, vous, le journaliste aussi, par le manque de réaction politique, notamment en France? Il y a eu effectivement une réaction de Marine Le Pen, une réaction de félicitations, mais très peu de prise de position sur ce que l'on a appelé un séisme politique. Peut-être parce qu'il faut malgré tout attendre le 2e tour de l'élection présidentielle autrichienne, peut-être aussi parce qu'il y a eu un précédent et que là il s'agit de l'élection présidentielle, mais le président en Autriche a un rôle essentiellement honorifique, mais il y avait eu Jörg Haider et son parti qui avait quand même participé à une coalition au pouvoir il y a plus de 15 ans maintenant. À l'époque, l'Europe avait déclenché tout un tas de sanctions, pas très efficaces. Je pense que là,
l'absence de rédaction, elle est peut-être due à ça. D'une part, il y a eu un précédent, donc d'une certaine manière, on a l'habitude avec l'Autriche. Et puis, chacun est confronté à ses propres problèmes aussi. C'est pas comme si l'Autriche était le seul mouton noir, comme ça avait pu l'être à l'époque en 1998. Donc vous dites qu'il y a une forme de prudence malgré tout. Yves Bertoncini, on a quand même l'impression qu'il y a une sorte de lente accoutumance à la poussée des extrêmes en Europe, comme si c'était une sorte de spirale irrésistible. Est-ce que c'est le cas ? C'est une spirale résistible, mais c'est une spirale qu'on voit se dérouler à l'extrême droite ou à la droite radicale, mais aussi, il faut le rappeler, à gauche. La gauche radicale a aussi connu une poussée en Europe, elle est même au pouvoir en Grèce notamment, ou alors elle est dans les coalitions, par exemple au Portugal depuis récemment. Une spirale face à laquelle les dirigeants européens restent prudents. En effet, ils avaient surréagi en Autriche en 1999, lorsque c'était plus sérieux. Jörg Haider avait fait son parti 27% des voix et donc était bel et bien entré au pouvoir dans une coalition. Alors c'était le partenaire junior seulement, le partenaire senior c'était les conservateurs de l'EVP. Il y avait une surréaction, une mise sous surveillance et puis au bout de quelques mois, le constat qu'en réalité, le chancelier Schussel, à l'époque, le conservateur, avait réussi à museler et d'une certaine manière d'ailleurs à affaiblir temporairement le parti FPE. Aujourd'hui, donc le FPE est en tête et il fait effectivement attendre le deuxième tour, le 22 mai, pour savoir s'il va gagner. Il y a quand même une prudence. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est quand même l'expression de jeu démocratique. L'Europe, c'est une fédération d'États-nations, comme le dit Jacques Delors. Les États-nations sont vivaces, ils ont des règles démocratiques. Ce sont d'ailleurs beaucoup des votes qui ont des racines nationales. En Autriche, le seul fait, par exemple, que les deux principaux partis gouvernent en coalition. Oui, mais ce sont les deux partis qui ont été balayés, pardonnez-moi. Et donc c'est pour ça que c'est un coup de massue d'abord pour eux. Oui. Et c'est un coup de massue d'une certaine manière. C'est pas juste l'extrême droite. Pour l'autre candidat, c'est un candidat écologiste. C'est-à-dire absolument. Les partis traditionnels disparaissent totalement du deuxième tour d'une élection qui reste quand même honorifique. Absolument, mais de ce point de vue, c'est démocratique. C'est très difficile dans des pays où les deux partis principaux gouvernent en coalition, de trouver les voies d'une alternance autrement que soit sur les bords, j'allais dire sur les marges, c'est-à-dire ça peut être l'extrême droite, ça peut être aussi les Verts, et donc de ce point de vue-là, l'Union européenne attend parce qu'il faut que les Autrichiens s'expriment à nouveau le 22 mai. Prudence ou impuissance, on ne sait pas vraiment. Parce que vous dites, elle attend, mais Mathieu Marais, ce qui est choquant quand même, est-ce qu'on peut rappeler la situation de l'Autriche ? Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est un pays qui se porte plutôt bien. Économiquement, c'est vrai qu'il y a un chômage des jeunes, mais c'est un pays qui se porte plutôt bien dans une Europe. C'est vrai qu'il y a le défi des migrants en Europe centrale, on va en parler. Mais voilà un pays qui n'a pas de raison, finalement, de basculer. On verra si c'est le cas au mois de mai, vers l'extrême droite. Enfin, qui n'a pas de raison tangible. Non, c'est vrai, il n'a pas de raison tangible de basculer, mais c'est l'expression aussi d'une désaffection de la part de la jeunesse et de la part aussi de la population, et d'une grande partie de la population, vis-à-vis des partis traditionnels qui s'expriment qui expriment leur vote dans des partis anti-système. On a d'un côté les Verts et d'un côté les partis d'extrême droite, donc le FPE, et qui sont donc des partis anti-establishment. Donc effectivement, les jeunes et d'autres portent leur voix sur des partis qui amènent un autre son de cloche, en tout cas portent une parole différente de la part, ou en tout cas différente des partis traditionnels aujourd'hui. Et quand vous dites pas de raison tangible, ça c'est peut-être nos représentations à nous, peut-être parce qu'on a trop longtemps associé justement l'émergence des mouvements populistes à des états socio-économiques, à des niveaux de chômage par exemple, mais ça fait bien longtemps qu'on sait que les mouvements populistes se sont implantés dans des pays où il n'y a aucun problème économique, donc ce n'est comme plus en un Suisse, vote comme en contestataire, c'est ce que vous êtes en train de dire. Si, mais peut-être pour autre chose. C'est parce qu'on a ce prisme-là, peut-être par des restes de marxisme, de penser que l'économie reste le principal moteur de l'histoire, mais non, c'est pas le cas. Merci pour les restes de marxisme, oui, j'ai bien compris. Non, mais qu'on peut tout savoir, parce qu'effectivement, c'est la représentation collective qu'on en a. Pas seulement vous, Sonia. Vous êtes d'accord ? Là, il s'agit d'autre chose. On voit bien, au-delà des circonstances particulières à l'histoire autrichienne, des traumatismes historiques autrichiens, du fait que l'Autriche n'a jamais été vraiment dénazifiée après la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'il y a une angoisse en Europe de la perte de contrôle de nos destins. Et c'est ça qui se joue. Et ça n'a rien à voir avec nos niveaux de revenus. En tout cas, ça ne s'arrête pas à nos niveaux de revenus. Non, mais je suis assez d'accord avec ça. Il ne faut pas être trop marxiste. Il faut l'être un petit peu tout de même, parce que les infrastructures, comme disait Marc, ça compte. La crise économique, sociale, financière aussi, le rejet des élites financières mondialisées. Il ne faut pas se
oublier qu'on est toujours en train d'essayer de sortir d'une crise financière qui est d'ailleurs pas née en Europe à son origine. Mais c'est vrai qu'au-delà de cela, il faut regarder les superstructures, comme disait là aussi Marc, c'est-à-dire les enjeux identitaires, parce qu'il faut le dire, les enjeux identitaires. Le malaise identitaire qui existe dans certains pays, y compris des pays où le taux de chômage est très bas, et l'Autriche en fait partie, le taux de chômage est 5%. Il faut quand même le rappeler, c'est assez frappant. Et donc des enjeux identitaires qui s'expriment en Autriche, parce qu'effectivement c'est un pays qui a une histoire particulière, qui était le centre d'un empire, et qui aujourd'hui se sent plutôt encerclé, avec un sentiment de déclin, de perte de contrôle, encerclé dans une Europe autour d'elle, avec ce pays, donc confronté à des pays en étau, et avec, dans ce contexte récent, la crise des réfugiés, qui est d'autant plus vivement ressentie en Autriche que les Ottomans sont venus camper devant Vienne à plusieurs reprises dans l'histoire. Mais c'est ça, le poids de l'histoire est tellement important pour ce pays. C'est qu'en Autriche, justement, on parlait de Jörg Haider, à l'époque, il n'y avait pas la crise des migrants du tout. Donc il faut bien qu'on arrive à nous remettre en jeu les représentations qu'on a. Et si les causes du vote populiste, elles n'étaient pas seulement liées à l'immigration ou pas seulement liées à des problèmes économiques, mais plus à quelque chose de peut-être encore plus profond, qui est que les élites politiques dans nos pays, dans les démocraties développées à l'heure actuelle, peinent à donner du sens à l'histoire. Et que c'est plus ça qui est en jeu, c'est qu'on n'arrive pas à donner du sens dans la double acception du terme, ni en termes de direction, ni en termes de signification. Et c'est ça, je pense, qui est en cause profondément. Mais j'irais même un peu plus loin, l'extrême droite, aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, pour ma génération, est même devenue séduisante. C'est-à-dire qu'en Autriche, peut-être malgré le fait qu'il n'y ait que 5% de chômage, si vous regardez un petit peu la politique du Jobbik, la politique d'image, c'est des jeunes qui sont portés au nu et qui sont portés à l'image. Le FN aussi, enfin, par exemple, cet exercice de dédiabolisation mené par les équipes de Marine Le Pen, on voit des nouvelles têtes. On avait Julien Rochdy, par exemple, à la tête des jeunes pour Marine à l'époque de la campagne en 2012. Le Jobbik, on a Frauke Petry qui n'est pas très âgé non plus en Allemagne, issu du mouvement Alternative für Deutschland, etc. Donc effectivement, cette extrême droite... important. Oui, les nouveaux visages, mais le discours reste tout aussi radical. Parlons de celui qui pourrait, évidemment, on est très prudent, pourrait être le président. C'est vrai qu'il a un rôle honorifique, malgré tout. Ce serait le président d'un pays en Europe centrale, donc d'extrême droite, ou en tous les cas populiste. Norbert Hofer, 45 ans, ingénieur en aéronautique, sourire aux lèvres, Yves Bertoncini. Il a, entre guillemets, si on parle de l'apparence, tout pour plaire, avec un discours extrêmement radical, tranché, net. Absolument. Mais le FPE siège au Parlement européen dans le même groupe politique que le Front National. La droite radicale, l'extrême droite, est tout à fait dispersée au Parlement européen. 5 groupes différents, c'est une nébuleuse. Mais pour le coup, le FPE siège avec le Front National, avec Geert Wilders. Donc c'est plutôt la fraction la plus radicale. Il faut quand même revenir à la dimension proprement politique de cette émergence qui ne date pas d'hier, mais en 1999, c'était déjà pareil. Les deux partis principaux étaient en coalition au pouvoir ensemble depuis plus de 10 ans. C'est à nouveau le cas. Ils sont au pouvoir ensemble depuis 2008 en Autriche. Et donc, où trouve-t-on l'alternative ? Il faut la trouver. Ça peut être effectivement à l'extrême droite dans le cas de l'Autriche, ça peut être parfois chez les Verts ou dans la gauche radicale ailleurs. On la cherche d'autant plus que les élites gestionnaires n'ont plus de discours effectivement à proposer, y compris de discours patriotiques, je le dis tranquillement, moi qui suis très europhile, de discours permettant de concevoir le destin de leur pays au sein d'une union, une fédération d'États-nations, dans laquelle l'union fait la force, face à certains défis importants. La crise des réfugiés en est un, mais il y a le changement climatique, la finance dérégulée, le terrorisme islamiste, etc. Si les élites ne sont pas capables de porter un discours net et clair, et puis aussi d'avoir des actes, alors effectivement, la tentation d'aller vers les autres est d'autant plus vive qu'on leur propose toujours les mêmes visages. Je termine là-dessus. En Autriche, depuis 1945, le poste de président de la République est détenu par les deux partis principaux. Et donc, il peut peut-être y avoir une envie de renouvellement que l'extrême droite n'est pas la seule à capter, mais que visiblement, dans certains pays, elle sait capter, au moins pour obtenir des poussées. Aujourd'hui, elle n'a pas encore obtenu de victoire significative
l'extrême droite traditionnelle dans aucun des 28 pays de l'Union européenne. Je parle bien pas de victoire. significative, mais elle donne ça des pousse solutions. Quand même, oui. Elle donne des solutions concrètes, en tout cas, c'est clair. Ce que certains d'ailleurs appellent des discours de vérité. Là où les partis traditionnels... Des solutions, pour l'instant, c'est des murs, des barbelés. Parce que en Autriche, là, juste parler concrètement, par exemple, de la question des migrants, il y a un mur autrichien aujourd'hui qui a été quasiment érigé, comme d'autres murs en Europe. Donc, on ne peut pas dire que ni la droite, ni la gauche, en tout cas, ni les conservateurs, ni les sociodémocrates, Jean-Sébastien Ferjou, n'ont rien fait face à cela. Je pense que surtout, l'Europe n'a rien fait sur ce sujet-là, ou en tout cas l'Europe a été incapable de gérer collectivement ce défi-là. Quand Angela Merkel a pris une décision unilatérale, on peut la critiquer, être d'accord ou soutenir sa décision, mais quoi qu'il en soit, elle l'a fait en l'imposant à l'ensemble des pays alentours, et qu'on voit bien qu'on est en train d'en payer le prix à l'heure actuelle, et que le paradoxe, c'est que l'Europe, après la grande crise de 2008, on a réussi à éviter le pire d'un point de vue socio-économique, en tout cas à ne pas reproduire tout à fait la même histoire qu'après 1929, mais que politiquement on est en train de revenir à quelque chose. C'est-à-dire que la colère est probablement un peu moindre, mais le niveau d'exaspération est tel parmi les populations européennes, y compris, il n'y a pas que ce qu'on pourrait appeler les petits blancs en colère. C'est pas ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a les jeunes dont vous parliez, c'est ça qu'il faut voir aussi. Ce sont aussi les jeunes qui sont concernés, ce sont aussi des gens qui sont parfaitement bien intégrés, qui n'en peuvent plus, pas forcément de l'Europe en tant que telle, parce qu'il ne faut pas faire la confusion. Il ne faut pas dire, ou jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils ne sont pas contents de cette Europe-là ou de ces partis traditionnels-là. Ça ne veut pas nécessairement dire, qu'ils ne veulent comme dans pas les années 30, qu'ils veulent à tout prix des solutions extrêmement radicales, et tout le monde se souviendra de l'histoire des années 30 et 40. En revanche, là où les raisonnables, entre guillemets, feraient bien d'ouvrir les yeux, c'est que l'exaspération est telle que les gens commencent à passer à ces solutions-là, alors même que je ne suis pas certain qu'ils y adhèrent autant qu'ils ont pu le faire dans le passé. Mais messieurs, vous qui travaillez quand même sur l'Europe, sur les solutions qui sont mises sur la table et sur les leaders européens, comment vous expliquez, Yves Bertoncini et Mathieu Maret, ce vide, ce manque de discours? Est-ce que vous avez employé le mot tout à l'heure, identité, ou en tout cas donner un cap, un dessin à cette Europe? C'est quasiment presque spirituel, peut-être que le mot peut choquer, mais on cherche vraiment une signification qui va au-delà des frontières, au-delà de choses tangibles. On cherche véritablement un projet, tout simplement. Puisque vous parlez de spiritualité, on peut rappeler, s'agissant de la crise des réfugiés, que le pape est allé dire encore récemment à Lesbos que les réfugiés étaient des victimes, pas des menaces, et qu'il fallait les accueillir, examiner leurs demandes, tout du moins être solidaire. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a été divisée entre des pays qui disaient effectivement que ce sont des victimes à accueillir, y compris quand il s'agit d'Angela Merkel, dont on peut effectivement remarquer la décision relativement solitaire, je vous l'accorde. Mais elle avait cherché du soutien avant de dire cela, premièrement, qu'elle n'a pas trouvé. Deuxièmement, elle n'a pas beaucoup demandé l'avis des Français. Oui, mais elle a enrobé ça dans un discours patriotique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, c'est un grand défi, mais nous sommes l'Allemagne, nous sommes forts, nous allons y arriver. Les Européens, et je le dis ici en France, ne sont pas suffisamment d'accord. Les chefs d'État européens et le chef d'État français n'est pas suffisamment capable de tenir un tel discours patriotique disant nous sommes la France, nous sommes forts. Pourquoi on a peur de ce genre de discours? Et donc ils sont sur des terrains qui peuvent être des terrains de la droite extrême, voire de l'extrême droite, en ne sachant pas expliquer si les demandeurs d'asile sont des victimes ou plutôt des menaces. Et comme le chancelier autrichien, ils perdent sur les deux tableaux. Ils perdent parce qu'ils valident d'une certaine manière. Même si l'Autriche a accueilli 90 000 demandes d'asile en 2015, il faut quand même le reconnaître. La France n'en est qu'à 69 000. Donc l'Autriche, qui fait 6 fois moins d'habitants, 90 000. Mais à un moment donné, il a dit non, stop, on va mettre des quotas, c'est plus possible, etc. Il perd parce qu'il valide les thèses de la droite extrême. Et deuxièmement, il perd parce que ceux qui gardent le flambeau, ce sont les Verts, les convictions, ils gagnent. Et il gagne du terrain. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au Danemark, c'est ce qu'on a vu aussi en Allemagne. Les sociodémocrates ont un défi particulier. Mais est-ce que ils ne savent pas tenir ce discours offensif. Je m'arrête sur ce que vous avez dit, parce que je suis étonnée de votre part, ce discours patriotique là, que vous appelez de vos voeux. Est-ce que par exemple, il pourrait, selon vous, Mathieu Maret, combler un vide en ce moment, en tous les cas, s'il est tenu par les leaders? Non, je pense pas. Enfin, je pense pas que ce discours patriotique... C'est vrai que Merkel...
c'est vrai qu'Angela Merkel a porté le projet européen beaucoup plus que d'autres responsables politiques en Europe. Mais je pense que tout simplement, les gens n'y croient plus. Ça me fait mal de dire ça et c'est malheureux, mais les gens n'y croient plus. Aujourd'hui, l'image qu'on a de l'Europe, en tout cas de la part de beaucoup de citoyens, excusez-moi, c'est des gens enfermés dans leur tour d'ivoire, des gens en costard-cravate qui décident, on a une cacophonie ambiante, etc. Et les gens ne croient plus à ce discours-là. Maintenant... Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne croient plus en l'Europe, parce que c'est le grand paradoxe à l'heure actuelle. Mais je reviens toujours sur ce sondage qui m'avait moi-même surpris, mais c'était un sondage qu'on avait fait sur Atlantico avec Elab au mois de septembre dernier, en pleine crise des migrants. Alors que tout le monde expliquait que Schengen, ça ne fonctionne pas, que Frontex, ça ne fonctionne pas. À la question posée aux Français, pensez-vous que le niveau le plus efficace pour gérer la crise des migrants, ce soit le niveau national ou le niveau européen? Les Français répondaient aux 2/3, le niveau européen, et même parmi l'électorat du Front National, c'était du 50-50. Donc ça montre bien que ce n'est pas parce que les gens ne se satisfont pas de cette Europe-là que pour autant ils ont renoncé à l'Europe. Mais simplement, encore faudrait-il que l'Europe soit à la hauteur de l'attente qui est portée sur elle. Et je pense que le drame européen, c'est qu'on a cru pendant pas mal d'années, et encore plus probablement après la chute du mur de Berlin, qu'on était sorti de l'histoire et que donc plus rien ne pouvait nous arriver et que les tragédies s'étaient terminées, que l'Europe nous protégeait de tout ça, qu'elle nous protégeait de la mondialisation. On a vu la réalité, on a vu l'Ukraine, on a vu que la paix est menacée. Voilà, le libre-échange, c'était une chose de signer des accords avec des pays développés, c'en est une autre d'en signer avec la Chine. On est sur un débat sur l'extrême droite. Par contre, je voudrais dire qu'il y a aussi un pourcentage considérable d'indécis et que ces gens-là sont en train de peut-être de se faire entendre sur les mouvements anti-système, etc., qu'on voit par exemple à l'œuvre Place de la République et même dans toutes les places fortes d'Europe avec Nuit debout, et que ces gens-là sont europhiles. Et que par exemple Podemos ou Syriza sont aussi europhiles. Ce ne sont pas des partis eurosceptiques. Nuit debout ne représente rien ni personne si on raisonne d'un point de vue numérique. Pas encore, mais si vous écoutez les gens, si vous tendez l'oreille, ils sont europhiles. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Marine Le Pen, qui, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, a félicité, donc c'est son allié, on peut dire ça, ce parti qui est arrivé en tête. Mais je disais tout à l'heure, comparaison n'est pas raison. Marine Le Pen voit ce tableau européen avec des partis populistes qui poussent. Ce sont des situations extrêmement contrastées. Là, si on parle de différents pays, c'est vraiment un patchwork, c'est une mosaïque en réalité, très très différente. C'est le piège de la politique européenne, c'est que chacun voit midi ou minuit à sa porte, nationalise des sujets qui sont pour le coup nationaux, mais il les importe à des fins électorales. Je dois dire d'ailleurs que le Front National est si haut en France, à mon avis, pour des raisons d'abord domestiques. Les Français sont devenus franco-sceptiques d'une certaine manière, plutôt qu'eurosceptiques. Ils en ont marre de la façon dont leur pays est gouverné depuis 20 ans ou 30 ans. Non pas qu'il y ait eu en France une grande coalition, mais que les deux partis qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas réussi à avoir des résultats et puis effectivement à tenir un discours suffisamment entraînant pour ces citoyens qui deviennent donc un peu excédés. Et je les comprends simplement, comme elle a des visées européennes, elle essaie d'utiliser chacune des victoires ou des poussées. Voilà. La conclusion en un mot chacun, oui. À part, quelle visée européenne, à part la sortie de l'espace Schengen et la sortie de l'euro je ne vois pas. C'est plutôt un projet contre l'Europe plutôt qu'un projet à visée européenne. La dernière fois qu'elle a essayé d'utiliser cela, en un mot, elle a voulu aller au Royaume-Uni dans le même état d'esprit pour essayer de soutenir les partisans de la sortie. Elle va être interdite de séjour, elle ne va pas pouvoir y aller parce que même Nigel Farage ne veut pas s'afficher avec elle. La dédiabolisation n'a pas porté ses fruits à l'étranger. Nationaux d'abord aussi. La conclusion ? Et le grand paradoxe, c'est qu'on voit alors, à l'heure actuelle en France que le renouveau semble s'incarner dans des gens qui se revendiquent du ni droite ni gauche. Manifestement, ce qui marche d'un point de vue électoral, c'est plutôt des gens qui assument très bien d'être soit très à droite, soit très à gauche. Voilà, c'est le grand défi à venir, à choisir. En tous les cas, merci beaucoup, messieurs, pour ces débats, cette analyse. Restez avec nous, la suite de votre émission, avec cette question à présent, très politique. Est-ce le moment, François Fillon? Et oui, l'ancien Premier ministre décolle dans les sondages et rafle même la 3e place à Bruno Le Maire dans la course à la primaire. Et c'est l'édito ce soir. C'est celui qui veut casser la baraque et on en parle avec vous, Marcelo Vespride. Bonsoir. Alors dites-nous, est-ce que c'est une évolution éphémère, là, cette sortie dans les sondages, ou est-ce que c'est une vraie dynamique, là? Alors figurez-vous que cet après-midi, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est que le Parti Socialiste a publié un communiqué contre François Fillon. Eh bien, figurez-vous que ça faisait belle lurette que les socialistes n'avaient pas fait feu sur l'ancien Premier ministre. À quoi bon perdre son temps? Il était considéré comme un has-been, comme un mollasson, comme quelqu'un qui était au fond du trou. Là, manifestement, c'est plus le cas. Il a changé de stratégie et ça commence à payer. Il y a d'ailleurs 2 enquêtes qui sont sorties qui montrent très clairement un redémarrage. Je citerai juste la dernière, celle d'Odoxa, qui est sortie aujourd'hui pour l'Express et France Inter, où il prend 13 points
chez les sympathisants de droite. Il repasse d'ailleurs, du coup, devant Bruno Le Maire. Mais alors, qu'est-ce qui a changé? Quel a été le déclic? Alors, le déclic, c'est que là maintenant, il descend vraiment dans l'arène, il se lâche, il est mordant. Sarkozy, par exemple, il ne se présentera pas, nous dit Fillon. Juppé, son logiciel est beaucoup trop ancien. Bruno Le Maire, le renouveau. Alors ça le fait rire, il dit dans ses interviews que c'est un vieux routier de la politique, Bruno Le Maire, qu'il a été, il a fait l'ENA, qu'il a été directeur de cabinet de Dominique de Villepin, qu'il a été ministre dans son gouvernement. Bref, il essaye maintenant de montrer, il a aussi, c'est intéressant, il essaye aussi de mettre au second plan ce discours. Il avait, c'est vrai, Fillon, un discours assez anxiogène, un peu angoissant sur la France qui fait faillite. Là, il essaye d'être un peu plus optimiste. Par exemple, il fait un rassemblement, son prochain rassemblement aura lieu le 3 mai à Issy-les-Moulineaux, c'est sur le plein emploi. Oui, oui, le plein emploi. Alors, il ne nous promet pas, s'il est élu, d'avoir une France en plein emploi, mais il nous promet que le taux de chômage passera sous la barre des 7% à la fin de son quinquennat. Cette dose de rêve, c'est aussi ça la campagne, cette dose d'optimisme. Alors derrière cette transformation, il y a aussi dans son équipe des renforts de poids, 2 personnes qui sont arrivées, la communicante très expérimentée Anne Méot et son ancienne conseillère en communication à Matignon, l'ancienne journaliste Myriam Lévy. Bien sûr, mais est-ce que tout cela peut tenir maintenant, cet édifice? Alors on est à 7 mois du scrutin, ce qui est la priorité maintenant pour François Fillon, c'est de stabiliser cette situation, c'est-à-dire de gagner la bataille du 3e homme, de montrer que la modernité, la rupture, c'est pas Bruno Le Maire, c'est lui. Ce qui n'est pas simple quand on a été 5 ans Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Alors il lui reste une autre stratégie, qui est celle qu'il est en train de déployer maintenant, c'est celle d'en jeter plein la vue, d'impressionner son adversaire en montrant, alors il a publié une liste de 72 parlementaires, c'est énorme, 72. Oui. On rappelle qu'il faut 20 signatures de parlementaires pour pouvoir concourir à la primaire. Ils sont bloqués, hein, ces parlementaires. Alors, il s'est bloqué, voilà. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il assèche le vivier pour les autres, ce qui est assez fin de sa part. Et par ailleurs, il envoie un petit signal à Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est 31 signatures. Et on nous annonce par ailleurs, dans ce côté un peu je monte mes muscles, que d'autres comités, d'autres vagues de soutien vont arriver et qu'il y aura même peut-être un comité de soutien avec des artistes. François Fillon a demandé à voir le chanteur Renaud qui, paraît-il, le soutient. Bref, il est un peu méconnaissable, ce Fillon. C'est ça qu'on appelle se faire violence. Et on verra si ce moment Fillon va durer. Merci beaucoup pour votre analyse, Marcelo Wiesfried. Il est 22h30, passez tout de suite les repères de l'actualité. C'est avec Paul Bouffard. 60 000 demandeurs d'emploi en moins au mois de mars. On n'avait pas vu cela depuis septembre 2000. Du côté du ministère du Travail, on se félicite. La baisse n'est pas timide et elle est crédible, selon la ministre Myriam El Khomri. Écoutez ses réactions de sénateurs. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Toute baisse est une bonne surprise, mais toute baisse durable sera un plaisir réel. C'est d'abord bien sûr une excellente nouvelle pour les premiers concernés qui ont pu retrouver un emploi, mais effectivement, on est dans un cadre d'austérité confirmé. Ce matin, on avait le débat en commission des finances sur le pacte de stabilité. C'est pas ça la voie à suivre, à mon avis, pour développer ces chiffres. Ouais. Ouverture du procès des LuxLeaks. Des lanceurs d'alerte sont accusés d'avoir fait fuiter des documents révélant un scandale d'évasion fiscale. Au Sénat, on se penche actuellement sur le statut de lanceurs d'alerte. Comment mieux les protéger tout en défendant le secret des affaires. Explication avec Mounir Soussi. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Cette intention, énoncée dès la révélation de l'affaire des Panama Papers, devrait se traduire dans la loi. Le texte sur la République numérique examiné par le Sénat possède un amendement créant un statut pour les lanceurs d'alerte informatiques. Ils seraient protégés des poursuites judiciaires en cas de divulgation de failles d'un réseau aux autorités concernées. Depuis 2007, 6 lois tentent de définir ce statut. Aujourd'hui, seules les personnes révélant des informations sur des dangers sanitaires ou environnementaux bénéficient d'une protection solide. La loi anticorruption des entreprises, portée par Michel Sapin, contient des dispositions en faveur des lanceurs d'alerte. Le ministre des Finances souhaite les protéger contre les représailles en leur accordant un dédommagement financier et en prenant en charge leurs éventuels frais de justice. Le vote de la directive européenne sur le secret des affaires pourrait contrarier ce projet. Elle donne des moyens juridiques supplémentaires aux entreprises pour poursuivre tous les acteurs, journalistes ou citoyens, révélant des informations confidentielles.
12 sous-marins militaires pour 34 milliards d'euros. Le groupe français DCNS vient de signer un contrat record avec l'Australie. De nombreux emplois devraient être créés et selon le gouvernement, une bonne nouvelle saluée par Jean-Pierre Raffarin, président de la Commission de la Défense et des Forces armées au Sénat. On l'écoute tout de suite. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle et c'est la reconnaissance de la qualité industrielle de notre équipement de défense aujourd'hui en France. Nos industries de défense sont très performantes. C'est formidable pour DCNS, pour les salariés. C'est aussi formidable pour d'autres entreprises. Je pense notamment à Thales. Donc il y a là des bonnes nouvelles. Mais je voudrais quand même dire que tout ceci révèle aussi une situation d'extrême dangerosité du Pacifique. Et si l'Australie s'équipe comme ça en armement, c'est qu'il y a un certain nombre de risques. Donc je voudrais qu'on soit bien conscient que dans notre pays, que les ventes d'armes, ce sont des bonnes nouvelles industrielles, mais ça signifie que le monde est aujourd'hui extrêmement dangereux et que tous les pays s'équipent et s'équipent encore. Cela signifie qu'il faut regarder le monde avec une certaine gravité aujourd'hui. Je vous le disais, le chômage a reculé en mars, moins 1,7%, une baisse historique que l'on tente de décrypter avec Sonia et ses invités. Oui, on pourrait dire que ça va mieux au mois de mars avec une baisse importante du nombre de demandeurs d'emploi. Alors l'embellie est nette, mais elle reste fragile. On va être prudent ce soir. Mais on va poser cette question. Chômage, industrie, contrat gagné. La France commence-t-elle à voir le bout du tunnel ou bien vraiment est-ce trop tôt pour le dire? Le débat est bien sûr économique, mais il est aussi très politique. On en parle avec nos invités ce soir. François Marc, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous, sénateur socialiste du Finistère. Nous accompagne ce soir Fabienne Keller. Bienvenue, bonsoir. Porte-parole de la campagne d'Alain Juppé, sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. Et nous accompagne Michel Squarnec. Bonsoir, bienvenue, communiste, sénateur du Morbihan. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, la première question est pour vous, c'est le décryptage ce soir avec cette bonne nouvelle de la soirée. On peut dire que c'est une tendance nette à la baisse, les chiffres du chômage. Mais Jean-Louis, expliquez-nous pourquoi il y a une telle volatilité dans les chiffres d'un mois à l'autre. Je pense que s'il y a une volatilité, parce que le mois dernier c'était plus 35 000, ce mois-ci c'est moins 60 000, je pense que c'est lié au fait du contrat de travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de l'emploi qui est absolument extraordinaire et qui fait qu'effectivement ça donne une instabilité. Mais il y a aussi une instabilité de la conjoncture. Aujourd'hui, effectivement, et c'est pour ça que ces chiffres sont importants et dans leur importance étonnants, mais on pouvait quand même s'y attendre. Parce que il y a quand même un petit peu de reprise, 1,1% l'année dernière, après on avait 0,2% l'année précédente. On va, si le gouvernement est juste, 1,5% pour cette année. Ensuite, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et c'est vrai que depuis plusieurs mois, on se disait, mais quand est-ce que ça va payer un peu quand même? Ce n'est pas possible que ça reste comme ça. Le CICE, ils en profitent un peu au niveau de l'emploi, même si ça a aussi servi à augmenter les salaires. Et puis surtout, je crois, l'annonce qui avait été faite en janvier par le président de la République de la prime à l'embauche, 4 000 € sur 2 ans. Et ça a eu énormément de succès d'après les retours que nous avons des entreprises. Tout ça fait qu'on ne pouvait pas prévoir moins 60 000, bien entendu, après les plus 35 000 du mois dernier. Mais quand même, je pense qu'on est dans une logique de redressement. Et d'ailleurs, quand vous regardez les chiffres de l'UNEDIC, on voit, alors c'est des chiffres d'une baisse assez modeste, mais en fait, il est programmé une baisse du chômage pour 2016 et 2017. Donc, pas 60 000 par mois, faut pas. J'allais dire, ne vous inquiétez pas. Parce que malheureusement, on aimerait s'inquiéter comme ça. Ça me paraît absolument impossible. Mais la tendance à la baisse est quand même sans doute engagée. Alors, on va recueillir l'ensemble de vos réactions. Fabienne Keller, tout d'abord, on a entendu la droite ce soir, j'allais dire dans son rôle, c'est presque un réflexe pavlovien. Quelle que soit l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, on va relativiser les chiffres obtenus par le gouvernement. Est-ce qu'on peut dire, même si on est prudent ce soir, que pour les personnes concernées, c'est quand même une bonne nouvelle? Sans aucun doute, c'est une très bonne nouvelle pour les 60 000 personnes qui ont retrouvé un travail. La question de fond, c'est est-ce que c'est un mois auquel vont succéder d'autres mois avec d'aussi bons chiffres, ou est-ce qu'on va juste être dans le phénomène de yo-yo que décrivait M. Gombault à l'instant? Une attention toutefois, on commande toujours les chômeurs de catégorie A. Ceux qui sont vraiment en recherche d'emploi. Et on observe que celui-ci s'est amélioré de 60 000 personnes
C'est bien, hein, c'est important. C'est la première cible de la reprise. Mais les chômeurs de catégorie B et C, ceux qui ont une activité partielle, eux, ont augmenté en nombre de 50 000 personnes. Donc si on prend les 3 catégories, on n'a que 9 000 personnes en moins inscrits au chômage. Donc il faut se demander si on n'a pas juste glissé d'une catégorie à l'autre l'essentiel de cette amélioration. Vous dites une bonne nouvelle, mais vous la nuancez Et de l'autre côté, pour ma part, hein, on ne rencontre pas de chefs d'entreprise, peut-être à l'exception, et on s'en réjouit tous, de la DCNS et de Thales là, pour les contrats des sous-marins. On va parler. On ne voit pas beaucoup d'entreprises qui nous disent « ça y est, ça repart, je recrute ». Je discutais à l'instant avec une entreprise de restauration collective qui est dans énormément d'entreprises. Elle suit parfaitement l'augmentation du nombre de salariés et elle me dit pour l'instant, pas de perspective de ça ne reprend pas. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une réforme plus structurelle à faire si on veut être certain qu'on reprend. Alors, à un an de la présidentielle, là, je pense que en tous les cas, le gouvernement a dû mettre tout sur la table. Vous allez nous en parler. Juste la réaction de Michel Le Squarnec sur ses premiers chiffres ce soir. Je suis prudent également parce qu'on a vu le yo-yo, on a vu moins 35 000, un peu plus. Donc, il faut que ce soit confirmé dans les mois qui viennent. Et d'autre part, il faut analyser les chiffres. Vous avez fait un peu, là. Il faut voir en détail si ce sont les jeunes qui ont trouvé un emploi, si c'est de la formation qui a pris dans la catégorie D. Il faut vérifier tout ça. Je n'ai pas l'analyse fine aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une question fondamentale. L'emploi, le taux de chômage est tellement élevé. Le nombre, alors il y en a qui disent 6 millions de demandeurs d'emploi, donc c'est souvent exagéré. Il faudrait dire d'ailleurs, ceux qui n'ont pas du tout d'emploi, c'est 3 600 000 maximum, 3 540 je crois. Et parce que souvent j'entends le Front National en particulier, quand ils interviennent, dire qu'il y a 6 millions de chômeurs. Les gens finissent par croire qu'il y a 6 millions de chômeurs. Il faut préciser les choses, il faut donner de la finesse. Ah, c'est important sur ce point, Jean-Louis Gombault. Il y a 3,6 millions de chômeurs à temps complet. Et par contre, peut-être 3,7 millions. Par contre, il faut dire qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi qui travaillent un peu. Ils ne travaillent qu'un peu seulement. Et donc, ils sont aussi dans la précarité, qu'on le dise vraiment. Vous avez raison. Sinon, demain, on aura des élections encore dramatiques. Une fois qu'on a posé ce diagnostic, on va rentrer dans le vif du débat et des détails. François Marc, évidemment, on se réjouit pour ces milliers de demandeurs d'emploi qui ne le sont plus, mais on dit beaucoup que tout cela, c'est grâce à des mesures de subvention de l'économie, que c'est l'État qui a remplacé aujourd'hui les entreprises. C'est un fait. Tant mieux pour ceux qui ont l'emploi, mais après, est-ce que vous allez longtemps vous substituer, j'allais dire, au nerf de l'économie? Non, je crois que c'est pas tout à fait exact de présenter ça comme ça. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Bon, 60 000 personnes de moins en chômage, de gens qui cherchent un premier emploi et qui n'avaient rien jusque-là. Donc c'est une bonne nouvelle, même s'il y a de la volatilité entre les différentes catégories. Mais c'est une bonne nouvelle et c'est surtout une bonne nouvelle du fait qu'il y a une succession de résultats encourageants, puisque sur le premier trimestre, les choses sont positives et que si c'est confirmé au trimestre suivant, je pense qu'on sera dans les perspectives tracées par M. Gombault et qui laissent entendre qu'en 2016 et en 2017, on aura une amélioration sensible. Donc ça, c'est un élément essentiel. Et ça vient de quoi? C'est votre question. Est-ce que ça vient des politiques d'accompagnement, de soutien, de subvention? Oui, essentiellement, la réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a un frémissement au sein de l'investissement des entreprises, puisque l'investissement en 2016 va augmenter de 3,5% en France. Et ceci est une réalité incontournable. Bon, donc ça, c'est le premier point, c'est que les entreprises aujourd'hui sont en situation de mieux embaucher, d'embaucher davantage, et ceci grâce à la dynamique qui a été créée par le CICE, la baisse des charges. Et ensuite, il y a les politiques d'accompagnement. Je vous rejoins à ce point-là. Il y a effectivement le programme de formation et l'aide à l'embauche dans les PME. Effectivement, ce sont des programmes qui vont produire des effets dans l'avenir, mais qui pour l'instant n'ont pas encore... Mais je note que vous le mettez comme si c'était un complément. Or, toute la question en fait de ce débat est là. Est-ce que ce sont vraiment des emplois aidés? Dans ce cas-là, Jean-Louis Gombault, Fabien Clair, je vais vous laisser tous réagir. Eh bien, on peut dire que vous êtes substitut aux entreprises. Ou est-ce que c'est vraiment un redémarrage par les entreprises? Dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle et ça peut être une dynamique. Quel est votre avis? Alors, il faut effectivement l'analyser finement. Sur la progression de l'investissement, il faut avoir en tête qu'il y a une mesure de suramortissement
pour les entreprises qui a été mise en place il y a 18 mois. Donc les entreprises ont un peu accéléré leur investissement. Est-ce qu'on n'aura pas un creux derrière? On ne le sait pas pour l'instant. C'était une bonne mesure conjoncturelle, mais elle n'est pas structurelle. Pareil pour les aides, les différentes aides, et puis le plan formation qui permet de sortir les personnes des statistiques du chômage. C'est pour le gouvernement, je pense, le premier objectif. À côté, il y a le sujet structurel qui sont les incroyables écarts entre l'économie française et les autres économies européennes. On ne cherche pas des économies très éloignées. Nos grands voisins sont en train de créer beaucoup plus d'emplois que la France. Ils ont un droit du travail Quand on plus se compare, souple. on ne se console pas pour vous. Absolument, ils ont une croissance plus forte. C'est établi dans les rapports que la Commission européenne qu'on a d'ailleurs commenté ensemble avec François Marc, a établi à la fin du mois de mars. Donc ça veut dire que la machine de création de l'emploi en France n'est plus efficace, en tout cas qu'elle est beaucoup moins que les 26 autres pays européens. On fait juste l'exception de la Grèce. Tout à l'heure, juste, on parle des chiffres. La question essentielle, et sûrement pour ceux qui nous regardent, Michel Squarnec et Jean-Luc Gombault, est-ce que les Français ressentent ce dont on parle, cette amélioration, ça va mieux qui a été tellement moqué, et peut-être qu'aujourd'hui, on commence à se dire, est-ce qu'il avait vraiment tort? Est-ce que les Français le ressentent? C'est le plus important. Pour l'instant, non. J'ai rencontré par contre des chefs d'entreprise récemment, dans les 15 derniers jours, et dans le bâtiment. Et il se trouve que, par contre, c'est lié à la transition énergétique et l'isolation des bâtiments. Là, ils me disent qu'ils ont 20 à 30% de demandes supplémentaires de travaux. Plusieurs entreprises. Je suis allé au salon de l'habitat à Vannes, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc les entreprises qui travaillent ce créneau-là, ce secteur-là, ce vecteur-là, l'isolation des murs, des fenêtres, des toitures, tout ça, ceux-là ont beaucoup plus de commandes. Ça, c'est plusieurs entreprises. Et quand le bâtiment va? Je n'ai que ça. Mais par contre, sur le bâtiment, en même temps, avec les collectivités qui baissent beaucoup leurs investissements. Laissez-moi finir. J'étais dessus. Fragilité. Parce que là, il y a eu, par contre, des architectes et des chefs d'entreprise qui m'ont dit qu'avec la dotation des collectivités qui avait baissé beaucoup, ils ont perdu des chantiers, qu'ils avaient habituellement. La baisse des investissements des communes pèse pour une part, donc, et a pesé depuis que ça a été mis en œuvre. Donc situation contrastée. Donc, oui, c'est contrasté. Et je reviens à ce qui est lié à la transition énergétique me semble prendre un essor maintenant. Et je reviens sur ce que je disais, beaucoup plus loin, d'ailleurs. Jean-Luc Gombault, le décalage entre la perception des Français et ce qu'on nous présente, ce dont on parle même nous ce soir. Comment vous expliquez cette situation tellement particulière? Est-ce que je peux me permettre un tout petit retour? Les créations d'emplois privés ont augmenté l'année dernière de 80 000, après plusieurs années de destruction nette. Donc ça ne peut pas être simplement des subventions publiques. Il y a quand même un phénomène de 80 000 de création. Alors, les perspectives pour 2016, c'est 180 000 créations nettes d'emplois, ce qui me semble un peu excessif parce que l'INSEE n'est que sur 80 000 également. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du privé. Sortons un peu des chiffres. Alors maintenant, sur la perception. Effectivement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, si on dit aux gens, est-ce que ça va mieux, je crois que ça serait la même réponse, si ce n'est peut-être pire, qu'il y a 6 mois, 3 mois, etc. Le ressenti du « ça va mieux », ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, le président de la République, en commentant cet après-midi le contrat de la DCNS, a bien dit « ça va mieux, peut-être pas pour tout le monde ». Il a dit. Il a précisé ça, ce qu'il n'avait pas exactement dit dans son intervention télévisuelle. Donc, et vraiment, pour des masses de gens, ça ne va pas du tout mieux, ça s'aggrave. Alors, est-ce que ces idées-là qui dominent dans une majorité de la population, je ne saurais vous le dire, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. En tout cas, l'amélioration qui est sensible, réelle, mais elle est quand même modeste. Et aussi, il y a le sentiment que c'est précaire, que ça ne peut pas durer. Et c'est vrai qu'avec 1,1% de croissance pour le moment, vous ne pouvez pas avoir le sentiment que demain, vous allez avoir 2 ou 3% de croissance. Alors, on va demander l'avis des élus de terrain, puisque vous rencontrez évidemment les citoyens, mais on va écouter ce que vous avez dit, Jean-Luc Gombault, sur le président qui s'est exprimé et a repris cette expression « ça va mieux ». On l'écoute. La France va mieux. Ça ne va pas mieux pour tout le monde. À l'évidence, il y en a beaucoup dans notre pays qui souffrent, qui se posent des questions même par rapport à leur avenir. Et j'imagine qu'au moment même où on annonce un succès de cette importance, d'autres peuvent être dans l'inquiétude sur leur propre emploi ou sur leur propre industrie. Mais il faut avoir confiance en nous-mêmes. J'ai évoqué votre propre situation. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, les doutes qui pouvaient exister, et dans beaucoup d'entreprises. Et puis, il y a cette capacité qui est la nôtre,
d'aller de l'avant, d'avoir confiance en nous, de porter de l'espoir. François-Marc, on a bien compris, cette hirondelle dont on parle ce soir ne fera pas le printemps, même si le printemps est passé. Et vous remarquez qu'on ne parle plus du tout de la promesse d'inversion de la courbe du chômage. Vous ne le ferez pas non plus ce soir, j'imagine? Non, mais j'ai du mal à comprendre qu'on essaie de trouver ce qui serait négatif dans une situation favorable. L'emploi va mieux, il y a plus de création d'emplois dans le secteur privé, c'est dû à l'investissement des entreprises et c'est dû au recrutement massif dans les PME. Donc c'est une réalité quand même. Après, il y a un accompagnement par les pouvoirs publics qui ont aidé effectivement avec le CICE et qui aujourd'hui aident sur la formation et sur l'aide à l'embauche dans les PME. Mais c'est une dynamique économique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et qui est solide selon vous? On ne remet pas en cause les résultats, on remet en cause son socle. Les projections qui sont faites montrent qu'effectivement il y a une tendance à la diminution du chômage en France sur 2 années. 2016-2017, ce sont des prévisions qui sont faites par les organisations économiques aujourd'hui. Et de mon côté, j'ai le sentiment à écouter autour de moi, en Bretagne, le taux de chômage a baissé ce mois-ci de 3,6%, c'est-à-dire 2 fois plus que pour le reste de la France. J'entends quand même beaucoup de PME me dire ça y est, je m'engage dans de l'embauche, j'ai vraiment besoin d'embaucher dans un certain nombre de secteurs, c'est le cas. Donc, c'est étonnant que vous n'ayez pas les mêmes remontées de terrain, il y a une fracture territoriale. Prenons les bonnes nouvelles pour ce qu'elles sont et occupons-nous d'accompagner aussi, comme l'a dit le Président de la République, ceux qui restent encore sur le bord du chemin et pour lesquels on a besoin de démultiplier les efforts pour veiller à ce que tout le monde puisse avoir une chance demain. Donc c'est ça. Ce discours, il est consensuel. Vous serez tous d'accord, communistes, les républicains. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une croissance. Il y a une croissance qui est plus forte que l'année dernière. La question, c'est est-ce qu'elle est structurellement créatrice d'emplois? Vous l'avez parfaitement formulé tout à l'heure. Et sur ce point, moi, j'ai mes doutes. Les Bretons sont très forts, mais nous vivons à côté de l'Allemagne et où on sent. C'est bien connu. Et où on sent, mais c'est vrai, et où on sent voilà, que la croissance allemande est beaucoup plus créatrice d'emplois. On estime qu'en Allemagne, il y a dans les 10 ans à venir 3 millions d'emplois à pourvoir. C'est absolument considérable. Ils ont une part de l'industrie dans leur produit national brut qui est double du nôtre. Donc c'est beaucoup plus structurellement qu'ils sont créateurs d'emplois. Donc je crois qu'on ne peut pas se contenter voilà, d'une embellie mensuelle, je pense, d'un mois. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à transformer cela en quelque chose de plus structurel. Et là, on est dans le dur, on est sur la question des charges. Nous sommes parmi nous avons le niveau le plus élevé de charges salariales en Europe. Il faut parler de la rigidité du contrat de travail. Nous vivons à côté de la Suisse, le contrat de travail est beaucoup plus souple et franchement, ils traitent très correctement leurs salariés. C'est simplement un autre équilibre qui a été trouvé entre les personnes protégées et les nouveaux entrants qui aujourd'hui subissent ces contrats d'intérim en France très massivement. Ce sont les jeunes qui le subissent. Rattrapez-le, mais je suis étonnée. Je voulais dire qu'évidemment, François-Marc est beaucoup plus optimiste que nous. C'est normal, il est obligé. Mais par rapport à la Bretagne, je suis étonné parce que j'ai le document ici et il m'a dit que la Bretagne a malheureusement 1% de plus de demandeurs d'emploi. Alors qu'il y a d'autres régions. Est-ce qu'il y aurait 2 Bretagnes? On n'est pas d'accord. Non, c'est trop sérieux. Je vous parle des résultats d'aujourd'hui annoncés pour toute la France et pour toutes les régions. Non, vous ne vouliez pas dire le taux de chômage. En fait, c'est la baisse du chômage. La baisse du chômage. Voilà, non pas le taux de chômage. L'autre chose que je voulais dire. Tout à l'heure, Fabienne Keller avait parlé de la formation. Moi, je suis et notre groupe est pour un système de sécurité emploi-formation. Et je ne serais pas choqué qu'il y ait eu 1 million de personnes en formation en même temps, plutôt que d'être au chômage, à se débrancher de l'activité. Parce qu'après, c'est difficile. Donc celui vous qui êtes pour mettre sous perfusion l'économie avec les emplois aidés. Il a bien du mal à repartir au travail après. C'est, à mon avis, un écart trop important. Alors aujourd'hui, en temps normal, il y a 640 000 personnes à peu près en formation, dont le président de la République a parlé de 500 000 de plus. Je ne suis pas sûr qu'on ait les organismes de formation prêts comme ça du 1er janvier. Évidemment non. Après. Donc, par contre, si on mettait en place un système de sécurité emploi-formation, il est à construire. Eh bien, ça nous permettrait d'avoir en permanence peut-être 1 million de personnes en formation. C'est une piste que vous développez. Et ça éviterait d'avoir autant de chômage. Car c'est bien la plaie, c'est bien la gangrène. Et on a
trop de gens dans le désespoir. Oui, mais cette formation ne fait sens que s'il y a un emploi au bout de cette formation, s'il y a une forme d'aspiration par le marché du travail. Donc on revient au sujet précédent. Le CICE était prévu 800 000 emplois quand même. Comment on n'y arrivera pas. Ah bah 800 000 emplois, non. on n'y arrivera pas. C'est 650 000 chômeurs en plus depuis la création du CICE. Il faut dire qu'avant, avec Nicolas Sarkozy, c'était déjà 600 000 de plus. Donc ceci, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et on aura des difficultés. Je ne voudrais pas qu'on éclipse, puisque vous voulez mettre en avant les bonnes nouvelles, François-Marc, ce qu'il y a eu aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même une série de bonnes nouvelles, en tous les cas d'éléments qui donnent à penser ou à croire que la France tire son épingle du jeu. Il y a ce contrat, Jean-Luc Gombault, on fait un point décryptage, encore un. Oui. On a présenté, Jean-Yves Le Drian ce matin sur Europe 1, on a parlé d'un méga contrat que l'on qualifie d'historique avec les Australiens et ce que l'on a vendu. Le mot n'est pas galvaudé, c'est historique. C'est historique, 34 milliards, c'est quand même une somme. Et je pense d'ailleurs la France n'a jamais signé un contrat aussi important de toute son histoire, et dont, alors qu'elle est quand même spécialiste des grands contrats d'ailleurs. Donc effectivement, alors je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle. On dit pour François Hollande, il ne faut pas exagérer, parce que quelque part, ce n'est pas lui qui a construit les sous-marins, ce n'est pas lui qui a véritablement négocié, etc. Mais pour plusieurs raisons. D'abord, rappelez-vous, quand on a abandonné la commande des Rafales aux Russes, on a dit on ne signera plus jamais un contrat militaire avec cette histoire, on renie notre signature, Mistral, etc. Oui. Les Mistral. J'ai pas dit les Mistral. Les Rafales. Ah non, les Mistral. Les Mistral. D'ailleurs, juste après les Mistral, on a signé les Rafales. Exactement. Et ensuite, on se retrouve avec ce sous-marin. Ensuite, pour rejoindre avec la conversation de tout à l'heure, François Hollande a signé 2 contrats. Donc il y a un mois, rappelez-vous, STX France, les 4 milliards, les 4 paquebots de croisière pour un Italien, et maintenant ces sous-marins. Or, dans ces 2 entreprises, on a fait les contrats de flexisécurité qui avaient été dans une loi de 2013, qui n'ont effectivement pas beaucoup de succès, qui effectivement n'ont pas donné grand-chose. Or, dans ces 2 entreprises qui étaient en difficulté, qui ont négocié un contrat d'adaptation du travail, voilà qui sort ces 2 énormes contrats, ce qui montre que quelque part quand même, cette loi a eu une efficacité réelle en mettant de l'emploi. Donc c'est le Made in France, en tous les cas, à l'international qui marche, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Permettez-moi donc une nuance, je vois juste toujours le verre à moitié vide. Est-ce qu'on peut remarquer, François-Marc, que le secteur de l'armement ne s'est jamais aussi bien porté que sous un gouvernement de gauche, je le dis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que les exportations d'armes, d'armements progressent, explosent même? Je crois qu'on remonte sur le podium, juste derrière. On va arriver juste, on va derrière les Américains. Avec les Russes. Les Russes. Deuxième, ou et derrière troisième les et deuxième. Voilà. Il y a 16 milliards qu'on attend d'exportation pour 2016, qui est quand même un chiffre absolument considérable, et des emplois. Il y a un enseignement, je crois, qu'il faut tirer, c'est que aujourd'hui, l'armement n'est plus l'armement d'autrefois, c'est un armement comportant énormément d'électronique, donc on est dans les très hautes technologies. Et donc ça veut dire que pour la France aujourd'hui, on a un savoir-faire, une compétence qui est reconnue sur les très hautes technologies qui sont intégrées dans tous ces armements et dans tous ces équipements. Donc c'est un point positif, mais il y en a plein d'autres. Et moi, je ne voudrais pas donner l'impression que je plaide pour que tout aille dans le meilleur des mondes, mais quelques bonnes nouvelles. Une autre récente, c'est l'opinion émise par les créations de start-up qui se sont exprimées. Il y a un article des Échos qui est sorti hier, et les créateurs de start-up nous disent que c'est aujourd'hui la France, le pays où on doit venir créer sa start-up. C'est mieux que les États-Unis, pour des raisons qui sont développées, avec une qualité de formation et un certain nombre d'outils, crédit impôt recherche, un certain nombre de choses qui viennent rajouter. Et donc, on a des atouts. Il faut que la confiance progresse, et je pense que c'est ça. Une question plus politicienne, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que malgré tout, c'est une actualité aujourd'hui qui donne une bouffée d'oxygène à un chef de l'État qui clôt une séquence politique douloureuse et médiatique aussi, Fabienne Keller? Oui, c'est une bouffée d'oxygène, mais qui est peu liée à son action. C'est lié à des facteurs exogènes, enfin des CNS, la compétence maritime de la France qui vend des sous-marins à un grand pays maritime, c'est une très bonne nouvelle, mais ça n'est pas lié à l'action structurelle pour redresser l'industrie française. Et donc je forme le vœu qu'on travaille sur les sujets de fond, comme nous le recommande la Commission européenne, pour que les Français puissent avoir un vrai espoir dans la durée, dans les années à venir. De l'oxygène pour tous les Français, on en a besoin. C'est le plus important. Mais je voulais juste dire, que j'ai oublié de dire, les travailleurs détachés sont nombreux et c'est un vrai souci par rapport à l'emploi, qu'on veut défendre l'emploi pérenne, l'emploi, comme tu dis, de qualité, tout ça, de gens formés et tout.
Et donc, sur le plan social, le nombre de travailleurs détachés. Vous avez raison de le rappeler. Nous le mot pose de un la vrai fin. souci. Oui, vous disiez au début de l'émission, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais peut-être deux. Tout à fait. Entre l'emploi et le contrat de la Merci DCNS. important qui me permet de conclure. Merci à vous pour ce débat et cette analyse. Merci. À suivre, c'est le reportage dont on va plus loin. On va parler de totalement autre chose, le e-sport. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous pratiquez, c'est le sport, mais sur les écrans. Ah oui, c'est vidéo. Oui, ça vous va, Jean-Luc Gombaud? Non. Non. Mais regardez ce reportage, on ne sait jamais. C'est un sujet qui est signé Solène Nicolas. Des salles de concert pleines à craquer, des commentateurs survoltés, des spectateurs en délire et des trophées. Ces événements ont tout d'un sport. Pourtant en France, les compétitions de jeux vidéo n'étaient pas jusqu'à aujourd'hui reconnues officiellement. Des tournois comme celui-ci qui remplissent des zéniths et ailleurs dans le monde, des stades entiers, sont organisés ici, dans les locaux d'Auxent à Paris. Pour faire face à une demande de plus en plus forte, on y développe aussi des outils pour pouvoir suivre les compétitions en ligne. On estime qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui suivent du contenu e-sport régulièrement sur Internet. Ça génère un marché qui s'élève à plus de 500 millions d'euros dans le monde. L'e-sport ne cesse de grossir, et notamment en France où il y a beaucoup de fans. Et nous, on le voit sur nos événements où il y a de plus en plus de monde, et on espère à terme pouvoir remplir des stades, et pourquoi pas un jour remplir le Stade de France avec une compétition e-sport. Un secteur sous le feu des projecteurs qu'il fallait faire sortir de l'ombre aux yeux de l'État. Le syndicat des éditeurs de jeux vidéo a saisi l'occasion proposée par le projet de loi numérique pour demander au gouvernement de ne plus seulement le tolérer. L'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à un vrai statut pour le e-sport. Quand on voit que les principales compétitions qui se tiennent un petit peu partout en France sont en fait assimilées à des loteries et donc sont de fait interdites théoriquement aujourd'hui par la loi, quand on voit que des joueurs sont obligés de signer des petits contrats de travail parce qu'on ne peut pas les faire rentrer dans les cases qui leur permettent d'avoir des visas pour venir jouer des compétitions en France, il y a tout un mélange de bricolage et d'incertitude juridique qui est vraiment préjudiciable au développement de ce sport. Voir un match de jeux vidéo comme on irait voir un match de foot. C'était le projet d'une jeune passionnée de e-sport. Sophia Metz a voulu créer un lieu de rassemblement quotidien de la communauté de gamers. C'est un smoke mint. J'arrive sur. En 2012, elle ouvre son premier bar à Paris. L'engouement est tel qu'il en existe aujourd'hui 4 ans plus tard, 17 dans 7 pays différents. Le travail effectué par les parlementaires sur le e-sport est pour elle un pas important pour la communauté. Le jeu vidéo a été beaucoup pointé du doigt pour plein de raisons, souvent négatives. Et du coup, le fait même que le gouvernement s'y intéresse et cette reconnaissance-là, c'est déjà très très positif. Au début, il pouvait y avoir une certaine méfiance, maintenant beaucoup moins. C'est vrai que le député et les sénateurs ont beaucoup rassuré lors de leur présentation et lors de la remise de leur rapport, après avoir fait énormément de démarches pour rencontrer les gamers, pour rencontrer tous les acteurs de l'industrie. On voit qu'ils se sont vraiment intéressés au sujet et ça a fait énormément plaisir. En France, certains joueurs en vivent et peuvent gagner jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Encadrer le e-sport permettrait donc de ne plus l'assimiler à un jeu de hasard. Je pense que c'est nécessaire. Par exemple, dans mon cas, ma famille n'acceptait pas du tout ça et pensait que c'était une perte de temps, que ça n'allait nulle part, etc. Et c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être évité à l'avenir pour les joueurs, pour les personnes qui voudraient faire de ça une carrière. Des carrières de véritables stars. D'ici quelques années, les Zidane, les Michael Jordan de demain, ce seront probablement des joueurs de e-sport parce que l'impact auprès des jeunes est vraiment massif. Dans quelques instants à suivre, c'est la revue de presse avec les unes de vos quotidiens. Mais d'abord, c'est le journal avec Paul Bouffard. De nombreux emplois devraient être créés. L'Australie a choisi la France pour fabriquer 12 sous-marins militaires. On parle du contrat du siècle. Il va redonner de l'espoir, a dit François Hollande. 4 sites du groupe DCNS seront concernés. Stéphane Amalian. Il s'agit pour certains du contrat militaire du siècle. 12 sous-marins commandés par l'Australie, avec à la clé plus de 34 milliards d'euros. L'appel d'offres a été remporté par le français DCNS. Le groupe avait face à lui 2 concurrents. L'État japonais en partenariat avec Mitsubishi et l'allemand TKMS.
L'accord prévoit la construction, la maintenance et la formation des équipages. La construction se fera en Australie et en France, notamment sur les sites de Cherbourg, Brest, Nantes et Lorient. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, se réjouit d'un accord historique et créateur d'emplois. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sera des milliers d'emplois en France, que c'est un contrat de très longue durée, puisque la première partie du contrat dure 25 ans et qu'ensuite il faudra assurer le maintien en conditions opérationnelles. Donc nous nous sommes mariés, si je peux utiliser l'expression, avec l'Australie pour 50 ans. L'industrie française de l'armement est en plein essor. Les ventes d'armes ont doublé l'année dernière. Cet accord avec l'Australie pourrait devenir le plus important jamais passé par la France. Les premiers sous-marins devraient être livrés à l'horizon 2030. Une vente record, symbole de la bonne forme du secteur de l'armement en France. Depuis 4 ans, les commandes se multiplient. Les détails avec Julie Hulin. La vente d'armes, un marché qui ne connaît pas la crise. Avec un montant pharaonique de 34 milliards d'euros, le contrat avec l'Australie est tout simplement celui du siècle. En 2015 déjà, la France avait battu un record de vente d'armement. Rafale, hélicoptères, sous-marins vendus au Qatar, à l'Égypte et peut-être bientôt à l'Inde, au Liban ou à la Pologne. Derrière ces chiffres, la réalité des mutations géopolitiques qui offrent de nouvelles perspectives mais aussi une stratégie française, développer l'export pour conserver une industrie de la défense performante. Quoi qu'il advienne, François Hollande restera le premier président français à avoir exporté le Rafale. Cette réussite, il la doit à l'un de ses plus anciens et plus proches collaborateurs. Alors, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes dans l'espace français. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Fin stratège et négociateur hors pair, il a su obtenir l'amitié de plusieurs chefs d'État. Il y a quelques mois, Serge Dassault l'a même sacré meilleur ministre de la Défense qu'on ait jamais eu. Grâce à ces contrats, des créations d'emplois. Pas de quoi endiguer le chômage, mais de quoi redonner un large sourire à un gouvernement à la peine. 60 000 demandeurs d'emploi en un mois, au mois de mars. C'est la bonne nouvelle de la soirée, une embellie qui ne s'était pas vue depuis 16 ans, Mounir Soussi. Les mois se suivent et ne se ressemblent pas sur le front du chômage. Après de très mauvais résultats en février, le nombre de demandeurs d'emploi a chuté en mars. 60 000 personnes ont retrouvé du travail, un chiffre record. Il faut remonter à septembre 2000 pour observer une diminution si forte sur un mois. 2 catégories ont profité de cette embellie. Le nombre de jeunes de moins de 25 ans sans aucune activité recule d'1,7% et le taux de chômage des seniors baisse d'1%. Ces bons chiffres donnent un peu d'oxygène à l'exécutif et à la ministre du Travail. Myriam El Khomri se félicite de cette évolution positive et y voit des effets du pacte de responsabilité. Le gouvernement est encore loin de l'inversion de la courbe du chômage, mais cette statistique vient conforter le discours du président de la République qui affirme ces derniers jours que la France va mieux. Trafic très perturbé aujourd'hui à la SNCF, un mouvement très suivi et cela pourrait durer jusqu'à demain matin. Les cheminots sont mobilisés pour défendre leurs conditions de travail. Jordan Klein. 3e grève des cheminots en 2 mois. Pointer du doigt les salaires, l'emploi, les conditions de travail, mais surtout la future convention collective. Elle permettrait, d'après la SNCF, de gagner en flexibilité et en compétitivité. Objectif, redéfinir les grandes lignes des règles d'emploi des travailleurs du rail, ce qui fait bondir les syndicats. Nos conditions de travail, elles sont garantes de la sécurité. Là, à l'heure actuelle, ce qu'on nous propose, c'est nous retirer 10 jours de repos, des week-ends, par exemple les dimanches. À l'heure actuelle, on a 22 dimanches. On a droit à 22 dimanches par an. Là, on nous en propose à peine 15. En moyenne, un cheminot sur 2 est en grève aujourd'hui, un chiffre en baisse par rapport à la dernière mobilisation du 9 mars d'après la direction. Très remontée, les usagers sont les premiers impactés. On empêche les gens de travailler, on laisse les nantis faire la grève, empêcher les gens. Et bientôt on va être des assistés, voilà, on va devenir des assistés. C'est très bien les grèves en France, ils continuent comme ça, voilà. C'est une grève nationale qui a été a priori très suivie, donc très peu de trains par rapport à l'habitude, des horaires bloqués, etc. Une journée galère qui s'annonce en fait, de plus. Une manifestation est d'ores et déjà prévue mi-mai et devrait être suivie d'une nouvelle grève reconductible. La CGT a quant à elle appelé les cheminots à se joindre à la manifestation de jeudi contre la loi travail. Et puis l'hommage de l'Ukraine aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Il y a 30 ans, un des réacteurs de la centrale nucléaire explosait. 30 ans après, un nouveau sarcophage d'acier censé protéger le site doit être installé à la fin de l'année 2017. Et comme chaque soir, on passe à la revue de presse.
La revue de presse pour découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et quelques hebdos. On va débuter, Paul, avec Libération demain. Oui, les gars de la marine, c'est le titre du quotidien Libé qui s'interroge sur le paradoxe de cette bonne nouvelle, de ce méga contrat de 35 milliards d'euros. Un paradoxe pour un gouvernement de gauche, dit-il. Forcément, le Télégramme aussi fait sa une sur cette information, le journal de Bretagne. Contrat DCNS, la Bretagne aura sa part. Un projet porteur d'emploi pour les sites de Lorient et de Brest. On va passer aux Échos à présent. Les Échos qui reviennent également sur les clés de ce contrat du siècle, mais le quotidien économique titre aussi sur la FNAC qui remporte la bataille pour Darty. L'enseigne culturelle a réussi à prendre le contrôle de plus de 50% du capital du spécialiste de l'électroménager. La FNAC a tout de même mis sur la table 1,16 milliard d'euros. Et qu'est-ce qui est à la une du Figaro demain? Le gouvernement paralysé. Sonia, sur le Figaro, paralysé face au mouvement Nuit debout, né de la contestation à la loi El Khomri. Ce mouvement campe place de la République, vous l'avez vu. Le gouvernement hésite entre compréhension et fermeté, selon le Figaro. À lire l'éclairage du politologue Gaël Brustier, selon lui, le 1er mai peut relancer le mouvement. Merci beaucoup Paul, à demain avec plaisir. plaisir. On arrive à la fin de cette émission, merci encore de votre fidélité. Comme tous les mardis, vous le savez, on laisse la place pour le dernier quart d'heure au moment choisi de l'émission Preuve par 3. L'invité ce soir, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir, 22h, 23h30 pour vos débats, décryptage. Et puis l'entretien demain avec l'écrivain et le scénariste François Bégodeau. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.